Bonjour, aujourd'hui nous allons introduire le vaste sujet, le vaste domaine de la philosophie. Qu'est-ce que la philosophie? Eh bien tout d'abord, la philosophie c'est l'étonnement et la base du questionnement. C'est lorsqu'on est étonné ou que l'on a du doute qu'on commence à s'interroger et se poser des questions. À cet instant-là, il y a dédoublement de la conscience. La philosophie est une réflexion au second degré. Elle met en doute des vérités supposées être évidentes et claires. Le philosophe ne sait rien et est conscient de son ignorance. Pour illustrer un peu la philosophie, nous allons aborder le mythe d'Eros. Le mythe d'Eros qui se trouve dans l'œuvre de Platon, intitulé Le banquet. Donc le banquet de Platon. Alors Eros, c'est qui? Eros est issu de l'union de Poros, Poros qui incarne l'abondance, et de Pénia qui incarne la pauvreté. Et cette union se fait au moment du festin de la naissance d'Aphrodite. C'est-à-dire que la conception d'Eros coïncide avec la naissance de la déesse Aphrodite. Comme étant le fils de Pénia, Eros est toujours pauvre et, loin d'être beau et délicat comme on le pense généralement, il est maigre, malpropre, sans chaussures, sans domicile, sans autre lit que la terre, sans couverture, couchant à la belle étoile auprès des portes et dans les rues. Toutefois, comme étant le fils de Poros, il est toujours à la piste de ce qui est beau et bon, il est mâle, hardier, persévérant, chasseur habile, toujours machinant quelques artifices, désireux de savoir et apprenant avec facilité, philosophant sans cesse, enchanteur, magicien et sophiste. Eros est un amant de la sagesse. Il représenterait donc le philosophe dans une quête et une recherche continuelle vers la sagesse. Et donc, comme on l'a déjà dit, il ne sait rien et est conscient de son ignorance. Maintenant, passons à un autre exemple, encore une fois de Platon. Cette fois-ci, nous allons passer à l'allégorie de la caverne. L'allégorie de la caverne qui est mentionnée dans l'œuvre de Platon, livre 7, La République. Donc, l'allégorie de la caverne dit que des hommes sont enchaînés dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Ils le sont depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière du jour, soit le soleil. Ils n'en connaissent que le faible rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi, des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sur les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Que se passe-t-il si l'un d'eux est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie? D'abord, il sera cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter, ce qui le fera souffrir. Il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? S'il persiste, il s'accoutumera, il s'habituera. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. L'homme peut alors prendre conscience de sa condition antérieure. Il doit se faire violence et retourner dans la caverne auprès de ses semblables pour leur apporter sa connaissance de ce qu'il y a dans le monde supérieur. Cependant, ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, le recevront très mal et refuseront de le croire. Platon conclut l'allégorie sur une question. Ne le tueront-ils pas? Cette allégorie est très intéressante, donc on peut la dessiner par un schéma pour mieux la comprendre. Donc, dessinons une caverne
avec ici la sortie, le beau soleil. Nous avons une flamme par là. Nous avons des personnes cachées derrière un mur et qui font refléter des ombres sur les murs avec des personnes enchaînées qui regardent les ombres projetées sur le mur. Alors on peut dire que ces personnes sont les manipulateurs. Dans la société d'aujourd'hui, on peut parler... certains diront que c'est l'État, d'autres diront que c'est les médias. Il y a plusieurs personnes à qui on peut associer, plusieurs entités à qui on peut associer le titre de manipulateur, alors que les personnes enchaînées sont les ignorants, ceux qui ne sont pas éduqués et ceux qui sont contrôlés par ceux qui manipulent. Donc Platon utilise principalement l'analogie du soleil. L'astre lumineux est ici le symbole de l'idée du bien. Le soleil est la source de la science et de la vérité en tant qu'elles sont connues. Donc lorsque l'ignorant sort de la caverne, il est exposé au monde des idées, exposé aux connaissances de la science et de la vérité. La caverne symbolise le monde sensible qui bat et n'est qu'apparence. C'est celui où les sens sont utilisés pour acquérir ce que l'on croit être un savoir. Ces ombres sont comme ces fausses valeurs chargées de prestige social auxquelles les hommes attachent beaucoup de prix, mais qui ne sont qu'illusions. Il en est ainsi des vains semblants de justice dont on débat dans l'ombre menteuse des tribunaux avec des gens qui n'ont jamais vu la justice en soi. Le philosophe vise à s'élever pour se libérer du conditionnement mis en place par la société. Platon est un philosophe dualiste, pour qui il existe deux mondes. L'âme vivait dans le monde des idées, et une fois dans le corps, elle ne peut plus bien voir. Ainsi que pour Platon, il faut sortir de la caverne pour accéder au monde des idées. Maintenant passons à un autre philosophe très connu, qui est Kant. Kant désigne lui-même l'essentiel de son projet critique par trois grandes questions qui, posées à la première personne, articulent toute sa pensée. La première question est « Que puis-je connaître ?» Cette première question s'attache aux capacités de notre faculté de connaissance. Elle part d'une inquiétude première. Notre raison est-elle capable de saisir tous les objets auxquels elle prétend accéder ? Prétendant au statut de science, la métaphysique nous présente en effet des réalités conceptuelles qui dépassent de loin l'expérience. Nous avons l'univers, Dieu, l'homme, l'un, etc. Il s'agit donc de déterminer si la raison n'outrepasse pas ses propres limites lorsqu'elle s'aventure sur ce terrain. La deuxième question est « Que dois-je faire ?» Cette deuxième question porte sur la morale et le devoir. Il s'agit ici de déterminer comment une action peut être évaluée comme bonne absolument. En effet, bon nombre de nos actions sont bonnes pour autre chose et ne relèvent en cela que du talent ou de la prudence. Toutefois, certaines actions, bonnes pour autre chose, ne sont pas morales, c'est-à-dire absolument bonnes. Considérons la proposition suivante. Pour me rendre chez mon voisin et lui dérober son argent, je dois emprunter tel trajet. Ici, le moyen est bon pour la fin, mais la fin ne saurait être considérée comme bonne en soi. Il s'agit donc de déterminer si et à quelles conditions une action peut être déclarée bonne en soi. Enfin, la troisième question de Kant, c'est « Que suis-je en droit d'espérer ?»
Même si le traitement de cette question n'est pas chez Kant aussi linéaire et aussi clair que celui des deux précédentes, il s'agit de savoir s'il est permis d'espérer un bonheur futur, comme l'accession au paradis. Il sera donc avant tout question ici de théologie. C'est tout pour l'introduction. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.